Très bien. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des cancers du larynx. Ça va être un topo un peu global sur lequel je vais essayer d'intercaler un patient qu'on a suivi un peu au long cours et puis des rappels de cours pour que ce soit un peu plus dynamique. Donc, pour rappel, le cancer du larynx, c'est 3,5% des tumeurs malignes dans le monde, c'est 1% des décès par cancer, une incidence qui est plus forte chez l'homme que chez la femme. C'est la 14e cause de décès chez l'homme, un peu moins chez la femme. Le sexe ratio donc, est en faveur de l'homme à 6 pour 1. Il y a une survie globale des patients qui sont traités, tout traitement confondu, qui est moyenne à 64%. On a une tendance qui est quand même en train de s'équilibrer, voire de s'inverser avec l'augmentation du tabagisme féminin, surtout ces dernières années. Je vais mettre comme ça. Alors, donc juste petit rappel anatomique sur le larynx pour permettre de mieux comprendre notamment les traitements par la suite. 3 étages. L'étage susglottique, l'étage susglottique avec l'épiglotte, les bandes ventriculaires, les replis ariépiglottiques, les aryténoïdes. C'est limité en bas par les plis vestibulaires. Donc l'étage glottique avec les plis vocaux, les commissures antérieures et postérieures, et l'étage sous-glottique qui va débuter à peu près 1 cm en dessous des plis vocaux et qui va aller jusqu'au bord inférieur du cricoïde. Donc tout ça, ça va permettre de délimiter plusieurs espaces au niveau du larynx. Donc d'une part, l'espace pré-épiglottique, entre autres, on va en parler un tout petit peu après, et puis d'autres espaces comme notamment l'espace paraglottique, voilà, qui est entre le cartilage thyroïde, la membrane cricothyroïdienne. Voilà, et juste derrière, je crois que j'ai mis l'espace de Reinke. Donc, on va suivre l'histoire d'un patient qui est Monsieur R. Jacques, qui a 69 ans, une histoire qui débute en 2018. Assez peu d'antécédents. Il est suivi pour une hypertension et un filtre cap suite à une embolie pulmonaire. Il a un tabagisme qui est sevré à 22 paquets année avec une consommation alcoolique qui était occasionnelle. C'est un patient qui habitait en Nouvelle-Calédonie et qui consulte un ORL à Nouméa pour une dysphonie qui traîne depuis à peu près 3 mois. Il n'y a pas d'altération de l'état général. Et la question que je vais vous poser, c'est comment vous allez un peu mener l'interrogatoire, ce que vous allez rechercher chez ce patient à première vue qui consulte là, la première fois qu'il voit un ORL. Personne. Bon, donc on reprend l'histoire un peu. Elle est toxique. Donc, tabac, alcool, on l'a du coup dans l'anamnèse. On voit depuis combien de temps il y a cette dysphonie. On essaie de la caractériser. Est-ce qu'il y a des signes d'accompagnement, à savoir dyspnée, dysphagie, des signes un peu plus généraux avec une altération de l'état général, une perte de poids qu'on essaie de quantifier si elle est présente. Okay. On reprend tous les antécédents pour voir s'il y a des comorbidités. Ouais. Et au niveau de l'examen clinique, comment vous allez l'orienter au cabinet? L'examen clinique va commencer. On va commencer par un examen classique ORL, endobuccal. On a fait l'interrogatoire sur d'autres signes éventuellement au niveau de la sphère ORL. On continue avec une palpation cervicale à la recherche d'adénopathie clinique cervicale. Et puis, on va assez rapidement se diriger vers la nasofibroscopie pour évaluer les tâches glottiques. Très bien. Donc, on fait une nasofibroscopie à ce monsieur qui retrouve cette lésion. Alors, comment vous pourriez la décrire éventuellement? Je sais pas, peut-être Winnie, si tu continues juste pour cette diapo-là. C'est la corde vocale gauche. C'est une lésion locokératosique du tiers moyen et qui va vers tiers antérieur, on va dire vers la commission antérieure. Ouais, qui va presque atteindre la commission antérieure. Ok. Pareil, un petit peu à distance de la commissure postérieure, mais enfin, c'est une bonne lésion quand même de la corde vocale. Il faudrait voir faudrait voir la cinétique de mouvement aussi de cette corde vocale. Donc, on va le faire un certain nombre d'exercices vocaux. Et puis, ensuite, la suite, on va vite s'orienter sur un bilan d'imagerie pour voir en profondeur et une panendoscopie pour aller faire des biopsies et mieux appréhender justement cette lésion.
Bon, tu as résumé un peu le cheminement clinique qu'on va détailler juste après et que je reprendrai un peu pour explication, mais exactement, hein, c'est ça. Sur l'interrogatoire, on va rechercher essentiellement les facteurs de risque. Les deux principaux, ça va être l'intoxication alcoolo-tabagique. Et après, donc, il y a d'autres facteurs de risque qu'on retrouve pour les cancers du larynx, notamment il y a un rôle de l'HPV assez faible, entre 1 et 8%. On va chercher aussi à l'interrogatoire des facteurs professionnels, notamment est-ce qu'il y a une exposition à des particules qui auraient pu être inhalées de combustible d'amiante. Alors après, il y a aussi d'autres facteurs qui ont un rôle, mais qu'on ne va pas forcément rechercher à l'interrogatoire, notamment des facteurs génétiques comme des lésions chromosomiques sur des protéines suppresseurs de tumeurs, etc. Ça va avoir un rôle dans la genèse de la carcinologie laryngée. Et aussi les laryngites chroniques et les états précancéreux, effectivement l'évolution de dyskératose vers des carcinomes laryngés, le rôle du reflux gastro-œsophagien qui multiplie, j'ai vu que ça multipliait par 2 les risques de cancer laryngé, essentiellement au niveau des 2/3 antérieurs glottiques. Voilà. Et donc dans les dyskératoses, il y a un risque de transformation carcinologique qui est de 1 à 40% à peu près. Après, le rôle protecteur d'un régime alimentaire varié. Cliniquement, comment on va se présenter ces lésions laryngées, essentiellement par... bon, alors ça va dépendre de leur localisation et de leur étage, susglottique, glottique ou sous-glottique, essentiellement par une dysphonie, souvent dans les étages sous-glottiques par des épisodes de dyspnée laryngée. Ça peut se présenter par une dysphagie, des gènes oropharyngés, une otalgie réflexe, ou alors par des adénopathies cervicales s'il y a un stade avancé, ou voire des épisodes de saignements tumoraux. Tu l'as dit, Willy, du coup, après, on va se diriger un peu plus vers une imagerie directe du plan glottique, du plan laryngé, avec notamment la nasofibroscopie. Ça permet d'avoir un aspect global lésionnel, macroscopique. Est-ce qu'on a une extension? Est-ce que c'est limité à un seul plan? Et aussi des infos dynamiques, comme tu l'as dit, par des efforts vocaux. On va voir si, voilà, est-ce qu'on a des plans qui sont fixés ou des plans qui sont au contraire mobiles. Ça va avoir un intérêt sur la stadification de notre lésion. Quoi d'autre? Et puis après, donc effectivement, on arrive rapidement à la panendoscopie pour avoir des caractérisations plus précises, notamment faire des déplissements au niveau du larynx, déplier le larynx, aller regarder au niveau des sinus piriformes. Enfin, ça, c'est tout ce qu'on regarde dans les étapes de la panendoscopie. Et puis, bien sûr, de faire des biopsies ciblées. Ce qui va nous intéresser, c'est la caractérisation anatomopathologique. Donc, on revient sur Monsieur R. Et finalement, donc effectivement, il a toutes ces étapes-là et il a une biopsie suite à une panendoscopie qui retrouve un carcinome épidermoïde de la corde vocale gauche sur cette lésion. Pour 85 à 90% des cas, ça va être des lésions donc, sur le larynx de carcinome épidermoïde bien différenciés. Dans beaucoup moins de cas, ça peut être un carcinome, des lésions de carcinome verruqueux où le diagnostic est assez difficile sur les biopsies. C'est des tumeurs de malignité locale qui peuvent être associées dans à peu près un quart des cas à des lésions de carcinome épidermoïde dans le même temps. Et le pronostic est plutôt bon et en général, ils sont peu métastatiques. Et puis, dans des plus rares cas encore, des cellules fusiformes. Et ça, c'est des lésions qui ont un pronostic équivalent à celle des carcinomes épidermoïdes. Après, je ne vais pas vous parler, mais il y a également les adénocarcinomes dans de beaucoup plus rares cas, des mélanomes muqueux, des carcinomes basaloïdes, entre autres. Donc effectivement, on reprend Monsieur R, on lui fait un bilan d'extension par imagerie, comme tu l'as dit. Je ne sais plus si tu as précisé ce qu'on faisait comme imagerie ou pas. On peut faire du coup ORL et thoracique injecté. Et en fonction, on pourra proposer aussi un TEP. Exactement. Exactement. Donc, l'imagerie clé, ça va être le scanner cervico-thoracique injecté pour permettre d'analyser d'une part le site tumoral, l'extension aux espaces laryngés adjacents, est-ce qu'il y a ou non une atteinte cartilagineuse, on verra, qui est importante dans la stadification, un staging ganglionnaire aussi, et est-ce qu'il y a des métastases à distance thoracique, entre autres. Le TEP scanner, c'est une imagerie qui est performante, mais qui ne sera pas faite en première intention dans les carcinomes laryngés. Alors, j'ai vu qu'elle était indiquée uniquement pour si on avait des imageries thoraciques douteuses ou si on était sur des tumeurs qui étaient à haut risque métastatique, c'est-à-dire plutôt des tumeurs déjà à un stade avancé avec des adénopathies métastatiques, au moins N2. Au moins des adénopathies métastatiques. Voilà. Et donc, le TEP, pareil, va nous apporter des informations sur les localisations secondaires, des tumeurs synchrones et des adénopathies métastatiques à distance fixantes.
Donc, pour continuer le point de cours un peu, les voies d'extension de ces carcinomes laryngés, il n'y a pas de barrière physique entre ces différents étages glottiques, susglottiques et sous-glottiques, à savoir que la zone glottique est plutôt pauvre en drainage de la fatigue et que les zones sus et sous-glottiques vont se drainer préférentiellement dans les niveaux, alors 2A pour susglottique par proximité, 3 et 4 après pour les sous-glottiques. Il n'y a pas de latéralisation au niveau du réseau lymphatique supraglottique. Évidemment, il y a une incidence des métaganglionnaires qui vont augmenter avec la lésion, le T de notre lésion. Et les métastases à distance, elles vont se développer essentiellement au niveau du poumon, du médiastin, du foie et de l'os. C'est là où on va aller rechercher en premier les lésions. Et puis juste pour information, entre 11 et 19% des patients vont développer un second cancer dans les 5 ans. Et ça, c'était pareil, tout stade confondu. Donc, effectivement, on a fait notre bilan d'imagerie, on a fait notre bilan de panendoscopie. On peut, du coup, maintenant classer notre lésion TNM. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Alors, les stadifications vont se rapprocher pour les cancers supraglottiques, glottiques et sous-glottiques. Ce qu'il faut essayer de retenir, c'est qu'à partir du stade T3, on a une corde vocale fixée et ou une extension à un espace paraglottique, pré-épiglottique ou une érosion du cartilage thyroïde. À partir d'une lésion T4, il y a un franchissement du cartilage thyroïde ou une atteinte des organes de voisinage. Au niveau du plan glottique, pour les lésions de petite taille, T1, ça va être une atteinte de 1 ou de 2 cordes vocales. Pareil, pour le stade T3, on va avoir une corde vocale fixée et une extension à des espaces contigus. Et pour le glottique, ça va être des lésions qui vont être limitées au larynx. Pareil en T3, et une corde vocale fixée. Je vous ai laissé le tableau là, des adénopathies métastatiques. Bon, là, j'ai repris juste le tableau des TNM pour chaque cancer. Donc voilà, ça résume juste la diapo précédente. Donc, on retourne sur monsieur R. Effectivement, on lui a fait le bilan d'extension. Et puis, en fait, ce monsieur, il est traité en 2018 devant cette lésion qui était classée CT1 de carcinome épidermoïde, pas d'adénopathie, pas de lésion à distance, par une radiothérapie seule en Nouvelle-Calédonie. Donc, effectivement, on peut traiter les lésions T1 par radiothérapie seule. On va irradier le volume tumoral en plus ou moins les aires ganglionnaires adjacentes. Sur les carcinomes supraglottiques et de la margelle, on va irradier le volume tumoral et les aires ganglionnaires des deux côtés. Et sur les carcinomes glottiques, on va traiter uniquement l'aire tumorale. Les risques, ça va être, c'est ceux liés de la radiothérapie cervicale en général, le larynx radique et les œsophagites, les hypocyalie et les mucites. On revoit Monsieur Jacques là en Nouvelle-Calédonie parce que en fait il s'améliore pas, il a de nouveau des épisodes de dysphonie. On lui fait une nouvelle panendoscopie et en fait il y a une lésion qui prend maintenant l'ensemble de la corde vocale gauche, qui va se prolonger au niveau de la commissure antérieure et qui va atteindre le tiers antérieur de la corde vocale à droite. La mobilité de la corde vocale elle est conservée, il n'y a pas d'atteinte sus ou sous-glottique. Pardon, je suis passée trop vite. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour cette nouvelle lésion donc, qui avait déjà été traitée par radiothérapie et qui récidive sur la corde vocale? Tu as déjà fait une biopsie, non? Pendant la panendoscopie, oui, il y a eu une biopsie de fait et effectivement, c'est une récidive de carcinome épidermoïde. Oui, une prise en charge chirurgicale, d'accord. Ok. Très bien. Après, il faut refaire une cordectomie de type. Alors, ouais, effectivement, Charles parlait de cordectomie. Je vais juste passer sur les différents types de cordectomie. Ça se fait par voie endoscopique. C'est une chirurgie du plan glottique qui peut se faire au laser. Il y a différents types de 1 à 5 en fonction du niveau de résection, ou plutôt un type 1, ça va être une résection sous-épithéliale, type 2 sous-ligamentaire. Et on peut aller jusqu'au type 5. Alors, 5A, ça va être des lésions qui vont... on va prendre la commissure antérieure, 5B, on va prendre l'aryténoïde, et 5C, on va aller jusqu'une résection à une partie supraglottique. Voilà, donc là, c'est dans l'ordre jusqu'à 4, et là, c'est 5 et 5C ici. Donc, effectivement. Et on a aussi, donc, on peut faire de la chirurgie endoscopique supraglottique. Alors ça, j'ai moins trouvé de description, donc je vais peut-être passer un peu plus rapidement, de différents types qui vont être limités soit à la susglotte et qui vont emporter plus ou moins les zones adjacentes en fonction de l'envahissement.
Un mot sur la chirurgie au robot, donc qui se développe quand même de manière assez large. Leurs indications, on les reverra juste un peu après. Leurs inconvénients et ses avantages, ça permet une vision 3D avec un grossissement assez important et une bonne appréciation des marges de résection des lésions. On a quand même un risque de trachéotomie qui est moindre, une alimentation un risque moindre aussi de dépendance à l'alimentation entérale, des risques hémorragiques réduits, des séquelles fonctionnelles et esthétiques qui sont vraiment diminuées. Alors ça, c'est… Attends, Mathilde, ça, c'est comparé à la chirurgie ouverte. Parce que, on est d'accord, parce qu'en fait, maintenant, on est passé dans une ère où on traite quasiment tous les larynx par chirurgie endoscopique. Donc, endoscopie soit au laser, c'était les cordectomies que tu as marqué tout à l'heure, soit dans les larynx supraglottiques, on a l'alternative de faire une chirurgie robot. Par contre, on ne fera pas de chirurgie robot pour le plan glottique parce que c'est pas adapté. Et donc, finalement, le seul intérêt vraiment de la chirurgie au robot, c'est les cancers dans des zones qui sont difficilement traitables au laser, c'est-à-dire globalement la vallécule, la face linguale de l'épiglotte et des extensions vers la base de langue. Donc, ce sont des lésions un peu à cheval entre la base de langue et l'épiglotte, où on a vraiment montré qu'il y avait un intérêt d'avoir une vision, parce que la seule vision au robot qui change par rapport au microscope, qui est aussi du 3D avec grossissement, c'est la vision angulée en fait. C'est qu'on ait une optique à 30 degrés qui permet de mieux exposer la partie avant du champ opératoire, donc épiglotte, vallécule, base de langue. Ok. D'accord. Du coup, je sais pas où j'en étais. Ok. Alors, on continue sur l'histoire de Monsieur R. Finalement, l'exposition, il y a un trismus qui est quand même assez important. Donc, il décide de ne pas faire de résection laser. Et par contre, de passer à une chirurgie de rattrapage par laryngectomie partielle en juin 2019. Que je vais vous décrire les étapes juste après. L'anapathe de la pièce opératoire, finalement, passe pas en marge saine et la lésion est reclassée. Il est repris une seconde fois pour curage et reprise chirurgicale. Et ça, c'était en Nouvelle-Calédonie. En octobre, il fait un épisode de dyspnée inspiratoire qui est résistant à une cure de Soluprède et d'Augmentin. Pour lequel il est hospitalisé, finalement qui est régressive. Cliniquement, à la nasofibro, il y a un œdème post-radique qui est mis en avant. Et il y a un geste endoscopique laser de débulking qui est réalisé en Nouvelle-Calédonie. Ce monsieur, il revient en France fin décembre et il est hospitalisé chez nous pour un nouvel épisode de dyspnée laryngée pour lequel il est de nouveau pris en charge par débulking laser. Donc, il a eu une chirurgie laryngée partielle. Alors, il y a plusieurs types de chirurgie laryngée partielle qui sont essentiels. Donc, à côté, là, il y a les petits schémas à chaque fois des résections. Et là, c'est les indications essentiellement. Donc, il y a les cordectomies, les laryngectomies verticales frontolatérales. Alors, je ne sais pas si on en voit encore beaucoup. Essentiellement pour des lésions T1 du plan glottique avec une atteinte antérieure, une infiltration, une extension à la commissure antérieure. Des laryngectomies frontales antérieures avec épiglottoplastie. Ça, c'est pour être essentiellement des lésions T1 ou T2 glottiques avec une extension également limitée à la commissure antérieure. Donc là, on voit par coupe axiale. Alors ça, ce sont des… Ouais, attends, on revient. Bon, ce sont des choses qu'il faut garder en mémoire parce qu'on peut en avoir besoin, effectivement, dans des cas, comme tu dis. Mais maintenant, ce sont des cas tellement très si sélectionnés qu'on a vraiment très peu. C'est ce qu'on faisait avant d'avoir la chirurgie endoscopique au laser ou alors ce qu'on a continué à faire chez des malades qui étaient inexposables par endoscopique au laser. Donc, les cordectomies par thyrotomie médiane, ça se fait très bien. C'est pas mal. Les frontolatérales, quand ça atteint la commissure antérieure, on est trop économe sur la commissure antérieure et donc on a souvent beaucoup de récidives. Donc, en fait, le frontolatéral, on n'en a plus trop fait. Donc, on faisait soit des cordectomies parce que c'était des cordes vocales sans atteindre la commissure antérieure, ça peut marcher. Les laryngectomies frontolatérales, on n'en fait pas beaucoup. Enfin, on a laissé tomber parce qu'il y avait des récidives au niveau de la commissure antérieure, alors que c'était l'indication. Et donc, finalement, ce qu'on a fait beaucoup, c'est les LFA de la laryngectomie frontale antérieure avec épiglottoplastie. Ça rejoint, quand on le fait un petit peu plus large que sur le schéma, ça rejoint ce qu'on appelle une chirurgie de type Tucker, où on va finalement enlever quasiment tout le cartilage thyroïde, on laisse juste les ailes postérieures, la partie postérieure des lames latérales, et on fait une épiglottoplastie. Donc ça, finalement, ça rejoint
la technique de Tucker. Voilà. Ok. Mais c'est une bonne indication. C'est-à-dire que pour les T1B ou les tumeurs avec extension de la commission antérieure, on enlève assez largement le cartilage, donc on a une très bonne sécurité carcinologique sur la commission antérieure. Alors, une autre des méthodes chirurgicales de la laryngectomie partielle, entre autres, ça va être la CHEP. Donc, c'est laryngectomie partielle supracricoïdienne avec cricoïodo-épiglottopexie. Donc, on préserve l'os hyoïde, la partie supra-hyoïdienne de l'épiglotte et un aryténoïde sur 2. Et en fait, la fermeture va se faire par impaction de l'os hyoïde et de l'épiglotte par pexie sur le cricoïde. L'indication, ça va être essentiellement sur des lésions T2, voire T3, avec une atteinte de la commission antérieure, mais sans extension à l'étage sous-glottique par contre. Ouais, quand on dit T3, c'est érosion minime du cartilage sans que ce soit transglottique, mais la condition essentielle, c'est que ce soit un larynx mobile. On ne peut pas le faire sur un T3 qui est T3 parce que c'est un larynx fixé. Donc, c'est un peu, il vaut me dire T1, T2, sinon après, on induit une espèce de non-compréhension de l'indication. Toutes les chirurgies partielles impliquent que le plan glottique est mobile de manière bilatérale. Sinon, c'est une contre-indication à la chirurgie partielle. Mmh. Voilà, donc pour reprendre l'histoire de monsieur R, il était hospitalisé chez nous fin décembre pour une dyspnée laryngée et un débulking laser. On lui fait faire un TEP scanner qui est en faveur d'une récidive laryngée avec une lésion qui fixe sans attente ganglionnaire ou métastatique à distance. Je voulais parler aussi également, juste dans les traitements, des protocoles de préservation laryngée qui sont en fait un traitement concomitant par radiochimiothérapie ou alors chimio d'induction pure radiothérapie. Ça va être pour des patients assez sélectionnés qui vont avoir des faibles comorbidités, des lésions glottiques ou supraglottiques T2 ou T3N+, sans dysfonction laryngée préalable. Sans dysfonction nécessitant une trachéotomie ou une nasogastrique. Et pour des lésions plutôt classées ou alors T2N+. Alors ça, c'est les... Je ne sais pas si le film... Ouais. Ça, c'est le scanner du coup de monsieur R en décembre au moment de sa dyspnée laryngée, quand il revient chez nous de Nouméa. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ou si c'était assez... Sur les coupes axiales, on voit pas mal. Je remets peut-être les coupes axiales, si quelqu'un veut en parler. Oui, allez-y, les internes, commentez. J'essaye de stopper un peu, mais je ne peux pas faire image par image. Ah, pardon. Bon, là, on voyait un début d'infiltration au niveau de la bande ventriculaire droite, si je ne me trompe pas. J'essaye de stopper. Ah. Peut-être une lisse cartilagineuse aussi, mais je n'arrive pas trop à bien le voir avec un... J'ai l'impression quand même qu'il y a une lisse au niveau de l'aile droite du cartilage thyroïde, avec une extension supraglottique pour le moment. Alors, effectivement, il y avait une lise. Conclusion de scanner, ils mettaient qu'il y avait un syndrome de masse en regard du bord supérieur du cricoïde, une lise du bord antérieur et supérieur du cricoïde, de l'aryténoïde à gauche, et il y avait un contact de cette masse, effectivement, avec la commissure postérieure. Essayez de descendre un petit peu, un tout petit peu. Le monsieur avait quand même eu une CHEP. Donc, il y a aussi une séquelle de chirurgie. Voilà, donc là, ce qu'on voit très très bien, c'est la perte de l'ellipse sous-glottique qu'on doit avoir conservé tout le temps, même après en post-chirurgical. Et là, on voit très bien qu'on n'a plus du tout une forme elliptique de la sous-glotte, mais une espèce de croissant de lune qui fait dire qu'il y a une tumeur à droite, en fait, sous-glottique. Bon, je pense qu'on a bien décrit l'imagerie. Alors, oups. Je pense que voilà, le suspense est fini. Effectivement, on va proposer une chirurgie
de rattrapage par laryngectomie totale à ce monsieur et il est opéré chez nous début février par reconstruction par un lambeau de muscle grand pectoral et une thyroïdectomie totale. Donc la laryngectomie totale, pour juste refaire un point, c'est d'exérèse, donc la totalité des 3 étages avec une préservation de la filière pharyngée. En fonction de l'extension, on peut l'étendre aux structures de voisinage, notamment l'hypopharynx, la base de langue, la thyroïde, les muscles prélaryngés, plus ou moins poser une prothèse phonatoire dans le même temps. Les risques opératoires et post-opératoires immédiats, ils vont être bien sûr hémorragiques, infectieux et cicatriciels comme on a l'habitude de le voir en service. Et les conséquences immédiates, beaucoup plus fonctionnelles pour le patient, ça va être une perte de la voie naturelle. Je reparle juste après de la réhabilitation laryngée. Une impossibilité de se moucher, effectivement, il faut y penser. Et quelque chose qui va essayer de les marquer, une diminution de l'odorat et du goût. Des modifications respiratoires totales, puisqu'il y a un trachéostome qui est définitif, et une alimentation entérale initiale qui sera reprise par la suite en fonction de l'évolution. Les traitements adjuvants à cette laryngectomie, aux laryngectomies totales, ça peut être la radiothérapie post-opératoire sur le site d'exérèse, plus ou moins les aires ganglionnaires, qui vont être fonction donc des recoupes de l'anapathe, du nombre d'adénopathies métastatiques et des critères anapathe qu'on cherche à chaque fois, c'est-à-dire les emboles vasculaires, infiltration, rupture capsulaire, et infiltration lymphatique carcinomateuse. Donc la radiothérapie, si on a des recoupes non saines, on fera une radiothérapie sur les adénopathies. Radiothérapie, donc s'il y a des recoupes non saines sur les adénopathies métastatiques et sur le volume tumoral, l'ancienne zone de volume tumoral. Et on fera une radiothérapie sur les aires ganglionnaires seulement si on a des recoupes saines tumorales avec des adénopathies métastatiques. Si on a des critères péjoratifs avec rupture capsulaire, on peut associer à la radiothérapie une chimiothérapie et une potentialisation soit par cetuximab ou celle de platine. Oui, celle de platine, c'est sûr. Cetuximab en adjuvant, non. Cetuximab avec la radiothérapie, c'est qu'en traitement exclusif, en remplacement de la chirurgie, quoi. Mais sinon, le traitement adjuvant à la chirurgie, ça peut être radio, chimio par cisplatin, c'est ça. Ouais. C'est une dernière diapo de récapitulatif, juste pour les indications thérapeutiques, parce qu'on a vu quand même plusieurs choses. Pour les lésions du plan glottique, avec altération ou sans altération de corde vocale, on peut proposer des chirurgies, donc sans altération de corde vocale, des chirurgies partielles de type résection laser ou radiothérapie seule pour les lésions plutôt T1. À partir du moment où on a un stade T3, une fixité de corde vocale, on peut proposer une préservation laryngée. Un protocole de préservation laryngée. À partir du moment où on a une extension à partir du stade T4, on proposera une chirurgie radicale de type laryngectomie plus radiothérapie associée. Et à partir du moment où on a un stade dépassé 4B, donc c'est-à-dire où on a une atteinte des organes de voisinage, on discutera un traitement soit radiochimio, soit radiothérapie seule, en fonction notamment du terrain du patient, soit une prise en charge palliative, entre autres. Pour les lésions supraglottiques, T1, T2, ça va être plutôt une prise en charge par soit radiothérapie seule ou résection laser. À partir du moment où on a un stade T3, on pourra discuter éventuellement d'une stratégie de préservation laryngée avec radiochimio ou alors une prise en charge chirurgicale. Et pour certains cas, une chirurgie partielle. Et pour T4, on va être sur des indications, pour des lésions à partir de T4, ça va être des équivalents de lésions glottiques. Alors, attends, juste un truc, reviens sur la diapo d'avant, juste pour préciser ce qu'on appelle le protocole de préservation laryngée. C'est quelque chose de très spécifique, c'est le fait de faire une chimio néoadjuvante, en général 3 cures de TPF, puis une radiothérapie ou une radiochimio, en fonction de la réponse à la chimio. Donc, la préservation laryngée, c'est vraiment le protocole européen de traitement conservateur des T3 du larynx. Donc, chimio néoadjuvante suivi, s'il y a une bonne réponse, de radio ou de radiochimio. Les Américains, ils ne font pas du tout ça, ils font une radiochimio concomitante d'emblée et on n'appelle pas ça une préservation laryngée. Alors, c'est un protocole qui préserve le larynx, je suis d'accord, mais on appelle ça un traitement exclusif en radiochimio concomitante, quoi. Okay. Après, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit sur les 2 premières lignes de la diapo. C'était quoi, atteinte glottique avec altération de la corde vocale? On a une altération de la corde vocale, c'est-à-dire une immobilité. Attendez. Avec altération de corde vocale. C'est sûr que tu ne voulais pas mettre la commission antérieure?
Peut-être. Parce en fait, si on remplace ça par quand on a une atteinte du plan glottique, c'est-à-dire d'une corde vocale ou de deux cordes vocales avec une atteinte minime de la commissure antérieure, on peut faire un traitement par chirurgie laser. C'est l'endoscopie laser, c'est un peu le standard. Quand ça atteint massivement enfin, de manière importante la commissure antérieure, là, on est sur des critères de résistance assez classiques à la radiothérapie. Donc là, et même aussi à la chirurgie endoscopique laser. Donc, c'est là où on va préférer des laryngectomies supracricoïdiennes. C'est quand on a une atteinte importante de la commissure antérieure, on sait que la radiothérapie marche beaucoup moins bien, parce que sinon, on est à 90 voire 95% de guérison sur une corde vocale tiers moyen, par exemple, en chirurgie endoscopique laser ou en radiothérapie. Mais quand on est sur la commissure antérieure, c'est là où on va quasiment poser une contrainte, pas une contre-indication, mais en tout cas une non-indication de radiothérapie, et on va préférer les laryngectomies supracricoïdiennes. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être ça que tu voulais marquer. Et après, quand on a une corde vocale fixée, donc là, on est sur les stades T3, c'est là où on fait les protocoles de préservation laryngée, chimio néoadjuvante, suivi de radiothérapie, si ça a bien répondu. OK? Ok, Ça marche. merci. Voilà, je ne sais plus si j'en vais parler de ça. Donc, on a fait le plan glottique, sus-glottique. Pour les lésions sous-glottiques, à partir donc l'évolution pour des traitements des lésions T3, T4, ça va être une chirurgie radicale par laryngectomie totale. Et bien sûr, on va traiter les aires ganglionnaires cervicales associées. Pendant le geste chirurgical. Oui, avec une mention spéciale pour les tumeurs sous-glottiques et les atteintes récurrentielles bilatérales. Donc, il y a toujours, pour les sous-glottiques, c'est ce qui est le cas du cas clinique, là, surtout quand on est en récidive et en poursuite évolutive, même post-radique et post-chirurgicale. En fait, on a très souvent donc, l'indication de thyroïdectomie totale associée et de curage du compartiment central complet, parce que sinon, on a des atteintes ganglionnaires très fréquentes au niveau 6. Quoi. Voilà. C'est ce qu'il a eu. Voilà, c'est ça. OK. Très bien. Donc, la surveillance, elle va s'organiser en fonction après du traitement adjuvant ou non qui va être proposé. En général, on propose un scanner 3 mois après la fin du traitement pour contrôle. Une surveillance précoce plutôt mensuelle la première année. Bien sûr, des dosages de TSH associés qui est eu, surtout s'il y a eu un geste sur la thyroïde. Et puis, le rôle du TEP scanner dans le suivi post-chirurgical, il a été démontré, notamment pour suivre l'efficacité de la réduction tumorale dans les protocoles de préservation laryngée, donc chimio plus radiochimio. Okay. Une dernière chose juste sur la réhabilitation laryngée, chez les patients, surtout laryngectomisés totale, il va y avoir une place assez importante, notamment de la rééducation orthophonique, du travail de déglutition et du travail phonatoire, que ce soit après des laryngectomies partielles ou alors des laryngectomies totales, et un apprentissage soit de la voie œsophagienne, soit l'utilisation d'électrolarynx ou des prothèses phonatoires. Voilà. On retient dans les indications aussi de chirurgie partielle, ce que tu as montré, la chirurgie supracricoïdienne. Il faut que des patients jeunes en très bon état général, sans problème pulmonaire, parce que donc jeunes, c'est 65-70 ans maximum, parce qu'après, ils ont des gros problèmes de fausse route. On laisse en place le larynx, donc c'est un larynx opéré, et ça, c'est quasiment des contre-indications. C'est même des contre-indications au-delà de 65-70 ans. On ne peut pas faire de laryngectomie partielle à cet âge-là, sinon il n'y a jamais de réhabilitation fonctionnelle. Okay. Je vais terminer. Et les sources, OK. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions? Comment on remet le partage? Allez-y, pas de souci. Je ne sais plus. Moi, j'avais 2 questions. La place du TEP, du coup, c'est uniquement après un premier bilan par TDM, si on a une atteinte ganglionnaire au TDM, qu'on va demander. La place du TEP, ce qui est vraiment bien reconnu, c'est les stades avancés, 3 ou 4, c'est-à-dire soit c'est un T3, N1, soit c'est des T3, N3 ou des grosses lésions, des lésions très avancées. Donc ça, c'est au bilan initial.
Et puis après, l'autre indication du TEP formelle, celle-là, enfin, qui a bien été étudiée, c'est justement la surveillance à 3 mois des cancers, notamment du larynx, qui ont été traités par radiochimiothérapie ou par protocole de préservation laryngée. Donc ça a été vraiment bien étudié, bien démontré que la valeur prédictive d'un TEP, par exemple, négatif à 3 mois d'une radiochimio ou d'une chimio et puis radiothérapie pour un cancer du larynx avait un critère pronostic majeur, un impact pronostic majeur sur ces patients-là. Okay. Ça, c'est vraiment les 2 grosses indications. Puis après, il y a la précision d'image qu'on aurait trouvée, par exemple, sur le scanner pulmonaire ou sur les adénopathies médiastinales, où on veut savoir si ça fixe ou pas. En cas de récidive, vous leur faites des TEP systématiquement? En cas de suspicion de récidive? Ouais. Enfin, ou de récidive confirmée, ou est-ce que dans le cas de la récidive, tout dépend de ce qu'on va faire, parce que imaginons qu'on a un patient qui a déjà eu une radiochimiothérapie concomitante et qui se retrouve devant une tumeur qui est dépassée, qu'on ne va pas opérer ou qui a des contre-indications opératoires. On n'aura pas forcément besoin de TEP. On va faire un TEP volontiers justement avant un patient qui est opérable, avant de lui faire de laryngectomie totale. C'est bien de voir qu'il n'est pas métastatique parce qu'on va quand même faire une chirurgie mutilante. Et donc, il faut avoir le maximum d'éléments pour prendre la décision chirurgicale. Ouais. Ok. J'avais une autre question. À un moment, dans le cas clinique, 1 an et demi, je ne me souviens plus trop, après avoir été irradié, après avoir été opéré, il fait une dyspnée laryngée et on parle d'œdème post-radique. On peut vraiment suspecter un œdème post-radique plus d'1 an après l'irradiation. Il faut vraiment suspecter une récidive quand on a ce genre de… Oui, c'est sûr qu'un événement comme ça, aussi retardé sur un mode de dyspnée alors qu'il n'y en avait pas au départ, l'œdème, il est vraiment très présent au départ dans les 3 premiers mois, puis après il doit s'estomper. Donc soit il passe pas et c'est pas bon, soit ça allait bien et il apparaît une dyspnée. Alors on peut avoir toujours un petit peu d'œdème, mais typiquement c'est ce qu'on observe dans les tumeurs qui récidivent en sous-glottique. On a très rapidement une dyspnée, quoi. Et donc une trachéotomie. Merci. Moi, j'avais une question. J'ai vu qu'il y avait des grades de stadification de larynx post-radique. Après, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas trouvé à quoi ça correspondait. On le grade comment sur Alors, globalement, dans les études, c'est gradé en larynx fonctionnel ou non fonctionnel. Le larynx fonctionnel, c'est un patient qui a une alimentation par voie orale et qui a une respiration par voie naturelle. À partir du moment où tu as soit une gastrostomie, soit un port de sonde nasogastrique au long cours, soit une trachéotomie, on est sur un larynx non fonctionnel. Voilà. Après, oui, mais c'est ce qui est le plus décrit dans les études, dans les grandes études où on a étudié l'intérêt de la radiothérapie, de la radiochimiothérapie, de la chimio néoadjuvante, etc. Donc globalement, soit le patient il est porteur de stomie, soit il n'en a pas, quoi. D'accord. Et concernant la réhabilitation laryngée, la pose de la prothèse, au-delà de la volonté ou non du patient d'avoir une prothèse phonatoire dans les suites, il y a des contre-indications au moment du geste initial de la laryngectomie pour ne pas la mettre initialement? Oui, la principale contre-indication, c'est l'altération de l'état général du patient qu'on n'a pas réussi à améliorer en préopératoire au-delà d'un certain niveau. Et aussi des résections où on fait des trachéostomies très basses, 3e, 4e, au-delà du 4e anneau trachéal. On va beaucoup tracter sur la trachée. Il y a quand même un risque de défaut de cicatrisation. Donc là, on va sûrement pas mettre d'implant phonatoire. Voilà. C'est les deux seules vraies non-indications. En tout cas, on n'a pas envie d'avoir de complications surajoutées sur un implant phonatoire. Alors qu'on sait qu'on pourra le mettre sans difficulté secondairement à 2, 3 ou 6 mois après la chirurgie initiale. Après des patients laryngectomisés avec une radiochimio, par exemple, on attend combien? 6 mois avant de reproposer un geste pour mettre une prothèse? Ouais, s'il y a eu la laryngectomie première, puis radio-chimiothérapie, oui, il faut attendre entre 4 et 6 mois. Ouais. Non, tout dépend là aussi de l'état, mais bon, globalement, c'est ça.
la place éventuellement d'une IRM quand on a un doute sur un T3 avec une mobilité préservée? Ouais, en fait, alors la mobilité encore, bon, ça, la place de l'IRM, il y en a deux. C'est surtout l'analyse du cartilage, en fait. C'est plutôt on a un T3, on ne sait pas si c'est pas un T4, ok. Donc ça c'est important. Après, ce qui va différencier le T2 du T3, c'est vraiment la mobilité laryngée, éventuellement la palpation au bloc opératoire pendant la laryngoscopie, pour voir si l'espace paraglottique est un peu conservé ou s'il est complètement figé. Là, ça sera un T3. Donc, l'IRM, c'est pour différencier le T3 du T4, parce que comme on l'a vu sur les scanners, on n'arrive absolument pas à savoir si le défaut d'ossification du cartilage thyroïde, ça correspond à une invasion transcartilagineuse ou pas. Et puis l'autre intérêt, c'est l'espace sous-glottique. On arrive à un tout petit peu mieux analyser l'espace sous-glottique en IRM, notamment quand on se demande s'il n'y a pas un début d'atteinte sous-glottique. On a l'impression qu'il y a une perte de l'ellipse sous-glottique, mais on n'en est pas sûr. Ça, l'IRM peut montrer des prises de contraste et des anomalies de signal spontanées et une asymétrie de la portion sous-glottique. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux indications de l'IRM. Merci.